Alex, tu ferais mieux de finir tes devoirs, tu sais. Et toi, tu ferais mieux de finir ta punition au lieu de lire des BD. Je t'avais promis de t'aider à en rédiger la fin, mais si tu m'embêtes... Bon, ça va. Oh, une panne. Oh zut, en plein milieu de mon match. C'est une panne de secteur, nous ne sommes pas les seuls. J'espère que ça va revenir rapidement, parce que je veux voir la fin de mon match, moi. Mais est ton devoir de maths dans tout ça? Comment vas-tu le faire maintenant, hein? Que veux-tu? Je ne peux plus avec la panne. Tu avais promis de m'aider pour ma punition. Alors comment je vais faire, moi, s'il n'y a plus d'électricité? Tu as pensé au moins? On verra ça demain matin, si j'ai le temps. Bonne nuit, Zoé. Oui, c'est ça, bonne nuit. Hé, oh! Tiens. C'est qui? C'est Ordi, vous me faites sortir? Pas de problème, Ordi. Notre ordinateur marche aussi sur batterie. Hop! Ah, merci. La panne d'électricité t'empêche de voir la fin de ton match, mais imagine un instant les inconvénients beaucoup plus graves que cela occasionne. Hein? Regarde. Imagine ce qu'il se passe dans les mines ou dans les usines lorsque l'électricité est coupée. Et à la maison, c'est pareil. Les aliments risquent de pourrir dans le frigo. Et les poissons tropicaux risquent de mourir si l'eau n'est pas maintenue à la bonne température. Parlons donc un peu de la lumière. Dans une ampoule de 100 watts, comment d'après vous se répartissent les pourcentages de lumière et de chaleur, hein? Lumière et chaleur? Disons moitié-moitié? Non! Et toi, Zoé? Au moins 90% de lumière. Eh bien non, il y a 98% de chaleur et seulement 2% de lumière. Comme vous vous en rendez compte, c'est donc une source de chaleur qui nous éclaire. Exactement comme le soleil. Il chauffe et éclaire en même temps. Ou comme le feu de bois aussi. C'est ça. Connaissez-vous une source de lumière qui ne provienne pas d'une source de chaleur? Allez les enfants, cherchez bien. Je crois... les lucioles peut-être. C'est vrai, elles sont lumineuses, mais pas chaudes. Oui, c'est vrai, mais je me demande comment ça se fait. Dans l'ampoule électrique, un filament de tungstène chauffe et éclaire. Alors que les petits insectes dont tu parles, les lucioles en l'occurrence, utilisent une source de lumière qui n'engendre aucune chaleur. Vous me suivez les amis? Mais comment cela se fait-il? Comme je viens de le dire, l'ampoule électrique éclaire grâce à un filament de tungstène. Mais 2% seulement de l'énergie du tungstène chauffé deviennent de la lumière. Reste 98% de chaleur. Voilà pourquoi l'ampoule est toujours brûlante. Il y a pourtant des cas où l'émission lumineuse ne s'accompagne d'aucune émission de chaleur. C'est la luminescence, que nous pourrions également appeler lumière froide, puisqu'elle n'est jamais chaude. C'est le cas des lucioles. Le corps de ces petits insectes nocturnes renferme une source de lumière. Or, sous l'influence de l'oxygène de l'air, il y a oxydation à l'intérieur même du corps de l'insecte, puis émission de lumière. C'est la réaction du composé chimique avec l'oxygène qui provoque l'émission lumineuse. Mais il existe bien d'autres lumières sans chaleur, comme par exemple certains animaux qui brillent dans l'obscurité des profondeurs marines. Sinon, sais-tu ce que c'est qu'un feu follet? Ben, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Peux-tu m'expliquer? Imagine. Un cimetière. Arrête, Ordi. Des gaz s'enflamment au-dessus des tombes et provoquent ces petites lumières qu'on appelle feux follets. Et les tubes fluorescents, ça marche comment, Ordi? J'y viens. Les tubes fluorescents contiennent un gaz rare comme le néon et de la vapeur de mercure. Une décharge électrique traverse le gaz qui émet un rayonnement invisible qui provoque à son tour une émission lumineuse sur la paroi du tube. Ah! Bon, ne bougez pas, vous deux, je vais nous chercher une bougie. On y voit déjà un peu plus clair, c'est plus rassurant. Y a-t-il d'autres moyens de produire de la lumière? Oui, avez-vous déjà observé une meule à aiguiser? Une meule? Bien sûr, une meule sur laquelle on aiguise les couteaux.
Regardez la gerbe d'étincelles produite par la friction de la lame sur la pierre. Mais pour la bougie, il s'agit plutôt de la combustion d'un gaz. Du gaz? Mais je ne vois pas où il y a du gaz, moi. Moi non plus, c'est solide une bougie. La flamme fait fondre la cire de la bougie, puis une fois fondue, la cire s'évapore et c'est ce gaz qui brûle autour de la mèche. Mais attention, la combustion peut être dangereuse. Ne mettez pas le feu à la maison. Oui. La lumière! Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Il faut faire vos devoirs. Oh, faux! Et cette fois-ci, cher frère, je te conseille de t'y mettre tout de suite. Sur un autre ton. Bon, j'ai une proposition à vous faire. Continuons à explorer la lumière. Moi, je ne repars plus dans le désert. Y a-t-il encore des choses que nous ayons à apprendre, Ordi? Oh oui, des tas de choses. Mais dites-moi, savez-vous seulement ce que c'est que la lumière? Hein? Oh, je n'en sais rien. Longtemps, les physiciens disposaient de deux théories pour expliquer ce phénomène. D'une part, la théorie des particules, d'autre part, la théorie des ondes. Des particules? Et des ondes. Au XVIIe siècle, un physicien imagina que la lumière était constituée d'infimes particules lumineuses. Il ajouta que le soleil, mais aussi le feu ou d'autres sources de lumière, libèrent ce genre de particules. Ce physicien et mathématicien anglais, c'est Isaac Newton. Mais le Hollandais, Christian Huygens, affirma le contraire. Pour lui, la lumière se propage sous forme d'ondes. Oui, mais alors, quelle est la bonne théorie? Ni l'une, ni l'autre, et les deux à la fois. C'est plus compliqué que ça. Hein? Bon, reprenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, parlons de la théorie corpusculaire d'Isaac Newton. La source de lumière libère de minuscules particules qui rebondissent sur un obstacle avant de revenir vers nos yeux pour stimuler notre nerf optique. C'est pourquoi nous voyons les objets. La théorie est séduisante, mais explique-t-elle tout? Prenons deux projecteurs de diapositives. Les deux images sont très nettes. Si la lumière était constituée de particules, celle-ci devrait s'entrechoquer. Et dans ce cas, les images ne seraient plus visibles. Pourtant, nos deux diapositives sont projetées sans problème. La lumière est donc une onde? Oui, comme les vagues sur l'océan ou les ondes sonores, hein? Les unes se propagent sur l'eau et les autres dans l'air. Mais où croyez-vous que la lumière se propage? Dans l'atmosphère. L'atmosphère n'est qu'une pellicule d'air autour de la Terre. Mais la lumière du soleil, comme celle des étoiles, nous vient de bien plus loin, par-delà l'atmosphère. S'il n'y a plus d'air, rien ne devrait pouvoir circuler dans l'espace. Oui, mais pourtant, la lumière passe, elle. Alors ce ne serait ni des ondes ni des particules. Mais alors c'est quoi? Christian Huygens s'est penché sur la question. C'est lui qui découvrit un satellite de Saturne et réalisa des observations sur ses anneaux. Il fabriqua aussi une horloge à balancier. Il avança également l'hypothèse que dans l'univers existe un gaz invisible et sans poids aucun, l'éther. L'éther? Tu veux parler de l'anesthésique, c'est cela? Il s'agit d'autre chose. Je te parle d'éther, du grec aïter, qui signifie air des régions supérieures. Le philosophe grec Aristote disait d'ailleurs « Autour de la terre, l'eau, autour de l'eau, l'air, autour de l'air, l'éther ». Ah, alors l'univers serait rempli d'éther. C'est ma conviction. Les sources de lumière telles le soleil ou le feu brassent l'éther en engendrant des ondes. Ces ondes, produites par les sources lumineuses, se reflètent sur les objets avant d'atteindre l'œil humain. Les ondes, c'est ce qui nous permet de voir les objets. Voilà, messieurs, ma théorie personnelle. Ridicule. Si la lumière était effectivement faite d'ondes, monsieur Huygens, les ondes seraient toutes tremblotantes. Mais si la lumière est constituée de particules, les gens de petite taille devraient mieux voir. Bon. Comprenez-moi, les particules dont je vous parle sont infiniment petites. Un œil humain, en aucun cas, ne pourrait les discerner. Ce ne sont que des hypothèses, j'insiste. La lumière est une onde qui se propage dans l'éther. Les vibrations de cet éther subtil se propagent en ligne droite dans tout l'espace. Ce sont les vibrations que perçoit notre œil, les vibrations de l'éther. L'éther, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Sauriez-vous nous dire au moins de quelle substance il s'agit? Alors expliquez-vous, formulez une définition précise.
Eh bien... Comment pourrait-on croire à l'existence d'une substance qu'on ne peut voir ni peser? Tant qu'il n'y aura pas de preuves, je ne pourrai accepter votre théorie. Lequel suivre? Bien des scientifiques ont réétudié depuis les raisonnements de ces deux très grands physiciens. Mais à l'époque, c'était impossible de trancher la question. Oui, mais qu'en est-il aujourd'hui? Tu veux vraiment que je te le dise, hein? Ça y est, tu es décidé? Tu continues, oui ou non? Très bien, reprenons. Nous en étions à l'impossibilité de trancher entre les deux théories, les particules et les ondes lumineuses. En 1802, le savant anglais Thomas Young fit une expérience. Il se dit que si la lumière était constituée de particules, elle devait pouvoir passer entre les mailles d'un tissu sans aucune perturbation. Il observa effectivement une suite régulière de petits points lumineux de l'autre côté de la toile. Mais surprise, un scintillement en étoile retint son attention. Ce n'est qu'avec des ondes que l'on peut obtenir ce genre d'étoiles. Vous avez sûrement déjà vu ça, n'est-ce pas? Les vagues frappent les poteaux de bois avant de se partager. Derrière les poteaux, on observe des croix faites par les nouvelles vagues qui ressemblent à celles faites par la lumière derrière le tissu. Voyons, quel autre exemple pourrais-je encore vous donner? Supposons que la lumière soit quand même faite de particules comme ces balles de revolver. On aura beau changer la position d'une des chaises, les balles traverseront toujours les barreaux. En revanche, si la lumière est une onde, quand les chaises sont tenues verticalement, l'onde peut traverser les barreaux. Mais si une chaise est posée horizontalement, l'onde est arrêtée. Un verre polarisant est justement constitué de minuscules cristaux parallèles, disposés comme les barreaux de la chaise. Faisons maintenant la même expérience avec la lumière à la place de la corde et les verres à la place des chaises. Si l'on tourne l'un des verres par rapport à l'autre, la lumière ne pourra plus passer. Exactement comme ce fut le cas lorsque l'une des chaises était posée horizontalement. C'est le principe de la polarisation de la lumière. La lumière est bien une onde. Mais on ne comprend toujours pas dans quel milieu elle se propage. Comme je vous le disais tout à l'heure, Huygens croyait en l'existence de l'éther, mais Newton rejetait cette théorie. Plus d'un siècle plus tard, Michelson fit une expérience qui excluait l'existence de l'éther. Mais cela ne résolut toujours pas la question. La réponse se fit attendre jusqu'au début du XXe siècle. Quoi? Le début du XXe siècle? Eh oui! Connaissez-vous Albert Einstein? Sa théorie de la relativité provoqua dans la physique moderne une révolution comparable à celle de Newton 2 siècles plus tôt. Albert Einstein pensait que la lumière est en même temps particule et onde. Ça y est, ça recommence. Son hypothèse était le fruit d'un long travail, d'une longue réflexion et de nombreux calculs. De ces travaux, Albert Einstein tira donc une conclusion des plus logiques. Il fallait admettre le double aspect corpusculaire et ondulatoire de la lumière, bien que nous, humains, n'ayons pas la possibilité de percevoir ni l'onde ni la particule. Ainsi, Einstein conçut une nouvelle théorie qui prenait en compte la nature à la fois ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Cette découverte lui valut le prix Nobel de physique en 1921. En fait, c'est la théorie de Newton plus celle de Huygens. Et oui, il a fallu des siècles pour arriver finalement à une théorie correcte, car le phénomène de la lumière est vraiment complexe. Ouais. Encore un mot. Les minuscules particules de lumière sont appelées les photons. De plus, il ne s'agit pas du tout de grains de matière comme vous pourriez l'imaginer. Ah bon? Tiens. Mais... Les photons sont des grains d'énergie. Le choc des photons comme entre des boules de billard, ça n'existe pas. Bon, nous allons parler d'autres propriétés de la lumière. Commençons par la réfraction. Allons-y. Éclairons une vitre avec une torche électrique. Le faisceau lumineux traverse la vitre, mais sa vitesse dans le verre est inférieure à celle dans l'air. De la même façon, un faisceau qui rentre dans une lentille perd de la vitesse. Le changement de vitesse s'accompagne d'un changement de direction. À la sortie de la lentille, la lumière retrouve sa vitesse initiale après avoir à nouveau changé de direction. C'est ça la réfraction.
Pour bien observer la réfraction, on peut utiliser une cuve remplie de liquide placée devant un fond sombre. Le rayon lumineux change de direction en passant de l'air à l'eau et vice-versa. Voilà pourquoi je n'ai pas pu attraper mon poisson. Et oui, de plus, en se penchant sur l'eau, on ne voit pas seulement le poisson, mais également sa propre image. C'est que lorsque la lumière arrive à la surface de séparation RO, il y a à la fois réfraction et réflexion. Parlons donc de la réflexion de la lumière. Par exemple, le rayon lumineux se réfléchit sur un miroir, mais le résultat n'est pas le même selon que la surface réfléchissante est lisse ou rugueuse. L'angle sous lequel tombe la lumière est égal à l'angle de réflexion. En général, le rayon lumineux se partage entre un rayon réfléchi et un rayon réfracté, jusqu'à un certain angle. Au-delà de cet angle, toute la lumière est réfléchie comme avec un miroir. Tous ces phénomènes s'observent en même temps sur les différentes facettes du diamant. Savez-vous que dans les jumelles, il y a des quantités de réflexion? Ah oui, dans les jumelles à prisme. Et ces prismes ont la propriété de réfléchir totalement la lumière. Ah oui, c'est le même principe qui est utilisé dans les périscopes des sous-marins. Je vais vous montrer un système du 19e siècle utilisant les rayons X. Tiens, je ne savais pas que ça existait déjà à cette époque. Justement, tu vas voir, les rayons X semblaient pouvoir traverser des substances opaques telles que ce livre pour voir l'objet placé de l'autre côté. Oh, je vois la fleur. C'est incroyable. C'est fou. Non, pas tant que ça. Regardez. Le dispositif était basé sur un système de réflexion très simple, installé sous la table. Vous me suivez? Ah, un canular. C'est pas bête. N'empêche qu'il existe des rayons invisibles pour les yeux. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai raconté sur l'ampoule électrique. Ah oui, 2% de lumière. Et 98% de chaleur. On ne peut vraiment pas la voir. Comme la lumière. Et non. Oh, Ça alors. Ainsi, alors qu'une ampoule électrique chauffe toujours un peu, le corps de la luciole ne chauffe pas, car il émet uniquement des rayons lumineux. La chaleur, ce sont d'autres rayons appelés rayons infrarouges. Mais connaissez-vous encore d'autres rayons qui sont invisibles pour les yeux? les ultraviolets. Mais dis-moi, tu en sais des choses, mon cher Alex. Pourtant, tu as eu 2 sur 5 en sciences. J'aurai 3 la prochaine fois. Oui, on verra. Oh, toi, sois gentil, ne t'occupe pas de ça, ce sont mes affaires. À mon avis, tu auras à nouveau 2. Ça vaut toujours mieux qu'un coup sur la tête. Allons, allons, ça suffit maintenant, il n'est pas fini. Oh, pardon. Avez-vous déjà exposé votre visage au soleil tout en gardant les yeux fermés? Qu'avez-vous ressenti? Ben, la chaleur. Ça chauffe surtout sur mes 2 joues. C'est agréable, hein? Tu as donc ressenti sur tes joues les effets des rayons infrarouges invisibles qui transportent de la chaleur. Oui, et ce sont les ultraviolets invisibles eux aussi qui me font bronzer. Quand nous avons tenté l'expérience avec des morceaux de papier de couleur, le papier noir a brûlé le premier. Maintenant, si on interpose une lentille, les rayons seront très concentrés et le papier brûlera plus vite. Bien utilisée, cette énergie pourrait nous être très précieuse, n'est-ce pas, Ordi? Oui, très précieuse, car l'énergie solaire est inépuisable et la chaleur du soleil est gratuite. Je sais. On utilise déjà l'énergie solaire pour chauffer l'eau. Placés sur des toits bien exposés, ces dispositifs permettent de produire de l'eau chaude pour tous les usages de la maison. Et ainsi, d'économiser le pétrole et le charbon. Voici un exemple de centrale qui transforme l'énergie solaire en énergie électrique. Pour mieux réfléchir les rayons, un dispositif permet au miroir de suivre la course du soleil.
Nous avons déjà vu un bon nombre de choses sur la lumière. Vous trouvez que c'était difficile? Oui, un petit peu. Par exemple, les phénomènes de réfraction. Ou les phénomènes de réflexion. C'est fou ce qu'il y a comme chose à raconter sur la lumière. En tout cas, même si ces phénomènes sont compliqués, ils sont passionnants, Ordi. N'oubliez jamais que la lumière est indispensable à la vie. Bon, je vous laisse maintenant. À plus tard. Voilà un signe qui ne trompe pas. Tu vas te coucher? C'est ce que nous avions convenu. Tu vas pouvoir terminer ma punition à ton aise. Allez, terminez votre foire et éteignez l'ordinateur à présent. Tout de suite, papa. Ah, attends! Voyons cela. Oh, je dirais plus jamais que je suis capable de faire ces punitions.